Votre propos, donc je rappelle que le président russe souhaite que les effectifs de soldats augmentent de 137 000, soit une hausse de 10%, pour avoir alors une armée en comptant les personnels non combattants autour de 2 millions de membres. Samantha de Bendern. Alors, ce chiffre de 137 000 soldats est intéressant parce que ça correspond à peu près à l'objectif de recrutement annuel des conscrits russes. Ah, Cette année, par exemple, bon, il faut faire la différence entre les conscrits et les soldats dont parle le président Poutine. Mais cette année, par exemple, le recrutement du printemps a été en nette baisse par rapport à 2021. Et ils ont un problème à recruter des conscrits. Est-ce que cette augmentation des capacités permanentes de l'armée russe va changer la donne? Pas forcément, parce que ce qui compte vraiment, c'est la capacité d'entraîner ces soldats, sa capacité de les équiper avec un équipement sur lequel ils sont entraînés et leur motivation. Donc et depuis plusieurs années, même l'armée russe est sous une pression de réforme, de réduire ses effectifs pour les rendre avoir moins de soldats, mais mieux entraînés. mais Donc plus efficace. Ouais. ça va même contre les pressions internes militaires russes. Et juste pour revenir à l'armée ukrainienne et à ce à quoi on peut s'attendre ces prochaines semaines ou ces prochains mois. Parmi l'équipement que les Américains ont promis tout récemment, il y a des véhicules de déminage. Donc ça laisse sous-entendre que les Américains, en tout cas, s'attendent à ce que les Ukrainiens passent à l'offensive pour reconquérir du territoire. Parce que ces véhicules de déminage, on les comme la utilise. contre-offensive de Kherson, qui est un peu le symbole de tout cela. Voilà. Mais il y a quand même une période, l'hiver est moins problématique parce que le sol est gelé, on peut avancer. Là où ça va être très problématique, ce sera en automne, quand il y aura les pluies, quand il y aura, les tranchées seront remplies de boue, personne ne pourra avancer. Pour les soldats, c'est encore plus compliqué que quand il fait très froid, parce qu'il y a toutes les maladies qui viennent avec l'humidité. Donc là, la fenêtre de tir, elle va s'étendre jusqu'à mi-octobre, mais ça va être compliqué après. Et un tweet aujourd'hui, une déclaration des Ukrainiens, 20 HIMARS ont détruit une cinquantaine de dépôts d'armes et de munitions russes, malgré les affirmations russes, toujours dans ce tweet. Aucun de ces matériels fournis par les Occidentaux n'a été détruit. À la Boédi, le moral de l'armée ukrainienne n'en est que renforcé. Oui, les Ukrainiens, ils ont toujours le moral à en revendre, et ça ne fait qu'augmenter toujours. En fait, plus la guerre dure, plus il y a de morale parce qu'on veut en finir. Et chaque fois, quand on fait des prévisions de l'avenir, chaque personne en fait, qui s'exprime, elle se pose par rapport à l'information qu'elle possède et par rapport à sa vision de la situation. Donc, c'est tout à fait subjectif. C'est juste une opinion qui ne présage absolument pas l'avenir qu'on va vivre. On verra ce qu'on va vivre. Mais par contre, on peut analyser la situation aujourd'hui. Et quand on voit que depuis 2 mois déjà, juste avec l'arrivée d'une vingtaine de HIMARS, c'est les systèmes de lancement de missiles multiples, et aussi les obusiers français et d'autres excellentes armes qui nous ont été fournies par les partenaires, on voit que le front russe est stoppé. Et la situation en Russie est telle qu'ils ne peuvent plus fournir des armes aux Russes. En fait, ils n'ont plus de capacité d'en produire autant qu'ils en avaient parce qu'ils n'ont pas de pièces détachées suite à des sanctions. Ils ont du mal à recruter. On voit que l'armée russe aujourd'hui est en difficulté et c'est pas juste une pause et ils se sont dit tiens, on va se reposer un tout petit peu avant l'offensive. C'est pas une pause, c'est la fin. C'est la fin. Ils continuent. Non, je dis pas que c'est fini. Il y a la présence. Ils détruisent les villes, ils tuent les Ukrainiens comme dernièrement. Mais vous sentez une évolution dans le conflit? Il y a une évolution positive parce que la fameuse contre-offensive de Kherson, elle est déjà en cours parce qu'il y a les destructions. C'est pas la contre-offensive dans le sens de la guerre 1941-45 où on voit l'armée de chars, l'infanterie qui avance et tout le monde crie hurrah et on va à l'offensive. Non, c'est plutôt on passe autrement. C'est la guerre un peu moderne, c'est-à-dire on détruit les points de ravitaillement, on détruit les centres de commandement, le fleuve, les ponts. Et comment vous voulez que l'armée avance si elle n'a plus avec quoi tirer et elle n'a plus d'hommes? Donc ça aussi, c'est l'un des moments comment enlever tous ces points qui nourrissent l'armée russe pour après la faire partir facilement. Donc croyance en des jours meilleurs, c'est ce qu'on retient de vos propos. Sébastien Maillard, Vladimir Poutine montre quand même quelques signes d'énervement, pour ne pas dire plus. Oui, c'est une guerre qui dure et on ne voit pas encore quelle issue.
Moi, je pense quand même, un des difficultés pour les Ukrainiens, c'est on en fait allusion, c'est les délais de remise de ces armes lourdes. C'est vrai qu'elles ont joué un rôle décisif déjà pour tenir, mais toutes les promesses qu'on a entendues ces derniers jours, certains, c'est pas avant de l'année prochaine. Les envois, même nous, en France, on ne peut plus trop puiser dans nos propres stocks, donc on a peut-être un problème. Il risque d'y avoir des mois un peu tendus avant qu'on arrive vraiment à rendre effectif les envois promis. Oui, il faut produire derrière. Il faut arriver à tenir, notamment ce qui vient des États-Unis, il faut quand même quelques mois avant que ce soit sur le terrain. Peut-être le général peut compléter. Général Chauvency. Juste bref, sur le dernier, un mot assez bref sur justement l'octroi de 3 milliards. Il est spécifié quand on lit le document que c'est aussi pour acheter, c'est pas uniquement produire. C'est-à-dire que s'il y a des stocks ailleurs, les Ukrainiens pourront acheter avec cet argent les munitions et les matériels. Voilà. Il y a aussi les armes qui sont aussi promises, c'est les systèmes de protection antimissiles. Donc il y en a plusieurs, 8 notamment Khazams qui vont protéger les villes les plus importantes en Ukraine. Et c'est très important parce que ça permet de protéger des vies humaines. Et ça, c'est aussi l'un des objectifs de fin de cette guerre. Arrêter de tuer les Ukrainiens tous les jours. Un tout dernier point là-dessus, oui, c'est que les ministres de la Défense européens vont se réunir la semaine prochaine, sous la présidence tchèque. Et un des sujets, c'est pas seulement l'envoi des armes, c'est aussi la formation, l'entraînement des militaires ukrainiens. Alors, où le faire et comment, parce qu'on n'est pas officiellement belligérant, mais pour effectivement les apprendre à utiliser ces armes. Mais ça veut dire quelque part, Samantha de Bendern, que il y a de la tension côté russe, mais ça on le savait, mais que sur ces points stratégiques, vous l'avez rappelé, le renouvellement des effectifs, le fonctionnement historique de l'armée russe, ça peut créer des tensions dans l'entourage aussi du président Poutine. Ça crée déjà des tensions. Il y a des personnes dans son entourage qui aimeraient qu'il frappe beaucoup plus fort en Ukraine. On peut appeler ça le parti de la guerre. Donc, ce sont des personnes, et autant dans l'armée que dans les civils, qui disent bon, maintenant il faut pilonner, il faut les grosses frappes. Il y a ça, mais aussi ce qu'on voit de l'autre côté, de plus en plus de soldats russes maintenant qui commencent à témoigner des conditions dans lesquelles ils ont été envoyés au front, qui commencent à témoigner, qui reconnaissent les crimes de guerre qu'ils ont commis. Oui. Et donc on voit cette double tension. Et avec les réseaux sociaux, on imagine que l'information circule à tous les niveaux. Voilà. Oui, parce qu'il n'y a plus de médias officiels, c'est ça? Ah si, il y a encore des médias officiels en Russie. Dans ces cas-là, il n'y a plus de médias officiels qui comptent, c'est ce que je veux dire. Oui. Ma phrase était courte, mais... Alors, qu'est-ce qui fait qu'un média qui compte, hein? Oui, beaucoup de gens écoutent les médias officiels russes. Mais au bout d'un moment, quand le peuple a des doutes et qu'on sait que le média officiel est au service du pouvoir, c'est plus sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens écoutent. D'où l'expression que j'ai reprise, mais je n'étais pas assez précis. Beaucoup de gens écoutent les médias officiels. Beaucoup. Et ça, il ne faut pas le sous-estimer. Après... Vous ne croyez pas en la force des réseaux sociaux Ah si, mais alors, les réseaux sociaux, que ce soit en Russie ou ailleurs, font beaucoup pour attiser la haine aussi, malheureusement. Bon. Mais je crois qu'il faut vraiment faire très attention quand on pense à l'opinion publique russe. Je ne suis pas partisan de croire que ces 80% qui soutiennent la guerre. Personnellement, je n'y crois pas, mais je pense qu'on est vraiment quand même pas loin des 60%, et que dans ces 60%, c'est vraiment grâce ou à cause des médias russes et de la télévision russe qui est la principale source d'information pour une grosse partie de la population. Bon, voilà ce qu'il fallait dire sur cette question. Évidemment, stratégie, la communication au sein même de l'armée russe, évidemment pas facile à comprendre et pas facile à cerner. Je voudrais maintenant qu'on parle, alors c'est un sujet particulièrement douloureux, celui de ces camps de filtration. Ces camps de filtration, il y a à peu près un mois, un rapport de l'OSCE a rendu l'existence de 18 centres qui sont passés à 21 centres. L'idée est donc d'accueillir les populations ukrainiennes qui sont dans ces centres aux mains des Russes. Et s'ensuit, alors cette notion de filtration veut bien dire ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire que faisons-nous de ces citoyens? Sont-ils compatibles avec le fait d'intégrer la Russie ou non? Et évidemment, dans le cas où c'est non, et c'est le cas le plus probable, on l'imagine, il y a des traitements complètement inhumains et qui, bien sûr, alertent les associations de droits de l'homme. Je voudrais vous faire